Bonsoir à tous, bienvenue sur Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est le débrief pour la Week 11. Les Lions ont dévoré les Jaguars, les Steelers ont cloué au sol les Ravens et les Jets se sont crachés contre les Colts. On a aussi eu la première défaite des Chiefs qui ont oublié de payer leur abonnement pour être invincibles. Donc on va débriefer tout ça, c'est Week 11 et c'est parti. Et pour débriefer ce soir avec moi, je suis accompagné du duo de choc du warm-up, les deux frères, Franz et Alex. Comment allez-vous les gars? Salut Marc, salut tout le monde. Je vais bien, hein, mais je vais bien, mais je viens d'apprendre que Gabe Davis était blessé pour le reste de la saison, donc aïe aïe aïe, chienne de vie. Dur. Moi, j'ai envie de Ton faire joueur ça, moi. préféré? J'ai envie de faire ça, moi. Ouais, tu vois, pognon, money. DeVito is back. DeVito is back. J'étais sur le point de redire Danny DeVito. Tommy DeVito de retour. Donc ouais, ça on va en parler encore. On va en parler aussi. Et comment tu vas toi, Marc? Moi ça va. J'ai les enfants qui sont un peu foufous à côté, donc si jamais ils entrent dans la pièce pendant le live, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça va bien. J'avais une semaine assez tranquille sans les Giants pour jouer, donc on a quand même réussi sans jouer à perdre 3 places dans le tankathon pour la place de numéro 1 à la draft. Je te rassure, tu peux être tranquille même quand il joue. Hein. Oui, non, mais c'est frustrant quand même quand il joue. Hein. Là, au moins, quand il joue pas, je peux me concentrer sur le reste. Salut à tous ceux qui nous suivent déjà ce soir. L'amiral Znoki, Nimodo, Jules et Nimodo qui en plein désespoir avec Gabe Davis blessé. Forte conséquence pour son équipe. Mais plus sérieusement, les Jags, on pourra en parler, mais avec Trevor Lawrence, les dernières news, c'était qu'il allait revenir. Mais je suis pas persuadé que ça soit une bonne idée pour eux, plutôt que de jouer la montre et de jouer la saison prochaine, quitte à perdre quelques matchs de plus. Alors, on va parler de Week 11. J'ai pas écouté le débrief, alors si jamais vous aurez parlé, vous avez fait des bonnes ou des mauvaises prédictions pendant excuse-moi, pas le débrief, le warm-up, des bonnes ou des mauvaises prédictions pendant le warm-up, vous pouvez le dire. Vous pouvez faire votre victory lap ou votre mea culpa. Mais avant de regarder les scores fantasy, comme d'hab, on va se pencher un petit peu sur les scores de la semaine. Et Alex, puisque tu es en haut de l'écran, je vais te demander quel était le match qui t'a le plus marqué hors fantasy pour la NFL. Franchement, cette semaine, il y en a quand même quelques-uns qui m'ont bien intéressé. Alors, je vais éviter le Chiefs Bills parce que de toute façon, on était hypé avant, pendant et puis après, j'en parle même pas. Non, moi, j'adore l'AFC Nord. Je suis un amoureux de l'AFC Nord et la rivalité Ravens-Pittsburgh m'a donné vraiment tout ce que j'attendais, c'est-à-dire un match horrible à voir en soi, véritablement, mais typiquement à l'ancienne, quoi, où c'est du coaching, c'est du mental, c'est la hargne, c'est des bourgnifs dans la gueule. Voilà, j'adore ce genre de match. J'aime bien ce genre de match old school qui sont encore là, plutôt que des défenses passoires. Ça part dans tous les sens. Et j'avais vu un tweet qui m'a fait rire pendant le match qu'il y avait plus d'échanges de beignes sur le terrain de Ravens-Steelers que pendant le combat Tyson-Jake Paul. C'est pas mal. Et c'est vrai que même le red zone, à chaque fois qu'il venait dessus, t'avais 2-3 gars qui s'embrouillaient à la fin de chaque action. Non, mais c'était un vrai match de foot US à l'ancienne, une vraie rivalité de division qui se voyait sur le terrain. Franchement, ça a fait plaisir à voir un peu.
Mais c'est exactement le match que j'attendais. Voilà. D'ailleurs, pour le pick-em, j'avais mis les Steelers, j'en avais parlé pendant le warm-up, et pour moi, c'était le match piège par excellence pour Baltimore. On pourrait en parler. Est-ce qu'il y a un manque de créativité du côté de Baltimore qui fait que c'est du pain béni pour les Steelers de défendre? Il y a eu des drops scandaleux également. C'est très compliqué à analyser ce match. J'ai presque envie de retenir plutôt une équipe extrêmement complète des Steelers, malgré un Russell Wilson, parce que quitte à me féliciter sur le fait d'avoir deviné ce résultat, je peux quand même dire que je me suis bien planté sur le fait d'avoir starté et d'avoir dit de starter Russell Wilson devant d'autres quarterbacks. J'y croyais un petit peu plus. Je pense que c'est juste une mauvaise semaine, qu'il faut s'attendre à ça avec Russell Wilson d'un point de vue fantasy. Mais ce match, en tout cas, moi, il m'a hypé, mais en même temps, l'ADN défensif fait que je suis facilement hypé par ce genre de score et d'équipe. Ouais, ça sort quand d'ailleurs le premier épisode de Hard Knocks AFC Nord? Current season. Ouais. Il faut que la saison se termine quelque part. Ah, c'est après la saison? Ils le font pas Je pense que c'est pour le début des playoffs, non? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire dans le calendrier. Je me demande s'il faut pas déjà que il faut prendre tous les rushs et puis faire le montage, quoi, un minimum, et avoir un minimum de. Mais ouais, je pense que ça peut venir peut-être là, à partir peut-être de Thanksgiving, peut-être, je sais pas. Je vais regarder. Ouais, j'étais en train d'essayer de chercher. Mais au niveau statistique, Chris Boswell est le nouveau shérif dans la ville. Il aurait pu être RB18, WR6 ou Titan 1 avec le score qu'il a effectué cette semaine. Waouh. Propre. C'est pas le cas de tous les kickers cette semaine parce qu'il y a eu beaucoup de kicks ratés d'ailleurs, notamment son adversaire du jour, Justin Tucker, qui n'est plus aussi automatique qu'il l'a été par le passé. Ça commence le 3 décembre, Hard Knocks. Magnifique. Ouais, j'étais pas loin avec Thanksgiving. Donc ça va être parfait. Franz, toi, quel est, à part ce match-là, qui t'a plu pour des raisons défensives, est-ce qu'il y en a un autre qui t'a marqué? Ouais, alors j'ai beaucoup hésité, mais parce que j'ai envie d'être humble et de montrer plutôt ce que j'ai raté, je vais parler d'Atlanta contre Denver. Pendant le warm-up, j'étais plutôt à pousser le fait qu'Atlanta devait gagner ce match. Et donc, on allait voir un Kirk Cousins meilleur, une offense d'Atlanta meilleure, patatras. J'avoue qu'Alexandre et le chat étaient très fans de Bonix et ils avaient raison. Et c'était plutôt impressionnant. Je crois que c'est un des thèmes, une de tes questions pour le restant de l'épisode. On en parlera un peu plus longtemps de Bonix. Donc, je vais plutôt dire que c'est malheureusement une victoire de Sean Payton. On a une équipe de Denver qui est au-dessus des standards qu'on avait imaginés avant. Il faut l'admettre, même si j'aurais quand même un petit bémol sur la performance de Bonix un peu plus tard, mais force est de constater que cette victoire de Denver est énormément une défaite d'Atlanta et que pour des favoris de division, ça la fout mal quand même. Ouais, ouais, il passe pour une équipe de fraude là après ce match. Aucune chance en playoff si tu te prends une telle branlée. Attends, mais tu avais mis Falcons favori de la division pour l'année, toi? Ah non. Oui, pardon, Falcons. Sud, ouais. Oui, je l'avais mis franchement, je l'avais mis en balotage avec Tampa Bay et je voyais les Falcons avoir une offense qui cliquait. Et j'ai eu parfois raison, hein. On a eu des très beaux matchs des Falcons, mais on en a eu des très très mauvais également. Et mon problème, c'est les très mauvais. J'aurais préféré un peu plus de stabilité et les très mauvais sont vraiment bas. Est-ce que, puisqu'on est sur Atlanta, on a vu Michael Penix jouer une bonne partie du 4e quarter, quand le score était complètement hors d'atteinte. Est-ce que vous pensez que Kirk Cousins peut perdre sa place cette saison? Je vais commencer, je vais dire non. Je vais dire non. Enfin, il pourrait perdre sa place uniquement si les Falcons n'ont plus de chance d'aller en playoff à un certain moment dans la saison. Ouais. Voilà. Mais sinon, ce sera toujours Kirk Cousins pour deux raisons. Parce que ça serait mettre Michael Penix beaucoup trop tôt sur le terrain
et on sait à quel point c'est quand même compliqué pour les quarterbacks rookies, qu'ils l'apprennent en ayant l'oreillette pendant quelques semaines encore. Et puis 2, il faut pas non plus mettre à la poubelle des très bonnes performances de Kirk Cousins, et surtout enlever du crédit à ce recrutement trop tôt. Ouais. Alex, t'es d'accord ou pas? Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais. En fait, le but de mettre Penix, c'est juste pour calmer tout le monde, comme quoi ils l'ont pris au 8e pick à la draft, quoi. C'est tout. Ouais, et puis Mais en surtout, attendant, autant lui donner quelques répétitions dans un match qui est hors oui, d'atteinte et voilà, qui a plus. exactement. Mais ouais, le coup de hors playoff, ça va être ça. C'est peut-être un quart-temps, puis après, ce serait peut-être 2 quarts-temps. Mais ouais. Bah, vu leur division, à moins qu'ils commencent à vraiment mal jouer et à continuer à faire des très mauvais résultats, pour le moment, ils sont assez larges leaders de leur division, puisque les Buccaneers n'arrêtent pas de perdre et que les Saints et les Panthers ont pris du retard en début de saison. Oui, mais les Buccaneers, ils perdent en étant bons. Ouais, mais ils perdent quand même. Non, mais je veux dire par là, c'est ça. Oui, mais suite. ils ont perdu beaucoup Oui, de oui. gens. Mais c'est ça la différence entre les Falcons et les Buccaneers. C'est que eux, ils font des bons matchs, mais ils perdent. Tu vois. Donc. Oui. Mais Kirk Cousins, je réponds Zinco qui met dans son bien joué Marc, qui met dans son commentaire le fait que c'est inquiétant parce que les Falcons, au niveau des Falcons, c'est que le niveau de Kirk Cousins, alors qu'il est censé être revenu à 100% physiquement, oui, certes. Néanmoins, Kirk Cousins cette saison, il a déjà fait QB1, QB3, QB8. Et il a eu de très 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 grosses performances. Et il a fait gagner son équipe. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mon problème avec Kirk Cousins, c'est ses hauts peuvent être très très hauts et ses bas peuvent être très bas. Mais je pense que c'est Kirk Cousins, c'est sa carrière. C'est ça, c'est l'échelle Kirk Cousins. Il y avait l'échelle Alex Smith, et là on a l'échelle Kirk Cousins. Et toi, Marc? Parmi les matchs restants, à part un dont on va parler dans 2 minutes, mais celui d'hier soir entre les Bengals et les Chargers avait l'air assez dingue. Magnifique. J'ai regardé le résumé ce matin et heureusement, tu vois, à chaque fois je me dis ouais, j'ai envie de regarder quand même le début du match et tout, et en fait, faut que j'arrête parce que même le match d'hier qui était dingue, genre c'était à sens unique en première mi-temps pour les Chargers. Et les Bengals sont revenus. Donc, même si j'avais réussi à rester réveillé 1 heure, je me suis dit, ouais, match sans intérêt, je dors. Et non, ouais, super match. Et les Bengals qui perdent encore un match, alors que franchement, tu as l'impression qu'ils jouent bien, quoi. Et inversement, les Chargers qui font le taf, qui sont beaucoup plus. Alors, qui eux gagnent tous les matchs qu'ils avaient l'habitude de perdre ces dernières années. Même quand c'est devenu difficile, là, ils se font remonter à 27 partout, ils craquent pas, ils marquent le touchdown à la fin pour remporter le match. Donc, non, un super match qui plein de suspense avec beaucoup de points fantasy. Donc, c'est le genre de match que j'aime bien. Avec Alex, pendant le warm-up, on soulignait le fait que on voyait quand même des coachs qui étaient au-dessus du lot. Ouais. Et que c'était assez grave de le voir. Il nous a prouvé qu'on avait juste Harbaugh, même si à un moment donné son équipe perd le fil, mais c'est surtout les Bengals qui se mettent à jouer. Et moi, c'est ça sur lequel j'ai envie d'insister. J'en parlais on a une stagiaire dans ma boîte, Kaylee, si elle écoute, je la salue, qui est fan des Bengals, qui est américaine, qui est fan des Bengals, et on en parlait un petit peu aujourd'hui. Et il est temps pour Joe Burrow de démarrer ses matchs. Il est temps de démarrer ses saisons. Enfin, il est temps d'allumer la machine dès le début de quoi que ce soit. Sinon, je plains sa femme. S'il met 25 minutes à démarrer sa machine dans le pieu. Non, mais en fait, il a besoin d'1 heure de préliminaire, le mec, en fait. C'est incroyable. Le diesel. Alors, est-ce que c'est Zach Taylor, Ja'Marr Chase, je sais pas si vous avez vu l'interview où il est à la fois critique envers le coaching et à la fois très protecteur de son kicker, qui a quand même raté 2 kicks horribles. Il y a quand même un problème avec le début de tout côté Bengals. Il y en a qu'un qui survole sur tout un match, c'est Chase Brown, et sinon le reste, il faut démarrer les machines. Ouais, et même, t'as raison, leur saison, ça fait plusieurs années qu'ils commencent la saison en galère. Toujours.
Toujours. Et chaque match, tu as l'impression qu'ils sont derrière avant qu'ils commencent à lâcher les chevaux. Ouais. Les 3 dernières semaines, Joe Burrow, il est QB2, QB1, QB2. Ouais, il est monstrueux. Il est monstrueux. Et je pense que c'est le meilleur quarterback au rating, au standing négatif en Ouais. NFL de loin, mais je pense même sur toute une carrière. En C'est guest barge. négatif, c'est celui qui performe le plus. Ah, mais c'est complètement barge. Et en face, les Chargers, on en avait parlé il y a quelques semaines, je me rappelle, mais au début de la saison, on avait dit attention à tout le passing game et tout ça, ça va être une équipe qui veut faire que courir, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant 6 ou 7 semaines au début de la saison. Mais depuis 4 semaines, ils ont vraiment un peu lâché la bride également du passing game. Et Herbert fait des scores fantasy tout à fait honnêtes. QB 9, 12, 8 et 8 sur les 4 dernières semaines. Avec un play calling qui est beaucoup plus équilibré entre rush et pass. Et donc, ça libère également ses receveurs, notamment Ladd McConkey, Quentin Johnson et Will Dissly, le tight end, qui pourrait être aussi un joueur à ajouter sur les waivers pour la position de tight end pour la fin de la saison, parce qu'ils ont un calendrier assez favorable. Et ils montrent qu'ils n'hésitent pas à faire plus de passes qu'on ne le croyait. Que tu avais mis dans les visuels la semaine dernière, d'ailleurs, Will Dissly. Donc, je m'en souviens. Ouais. Pour moi, la différence de Justin Herbert, c'est la course. J'ai juste ça, après je te laisse parler, France. Non, vas-y, Alex, parle, justement. C'est juste la course, c'est que Justin Herbert, il a 37 yards de moyenne sur les 4 derniers matchs, alors qu'avant, il avait 5,7 yards par match. Donc, en plus, en termes de fantasy, ça, c'est du bonus. Ouais, et d'ailleurs, on sait qu'un bon running game avec les running backs, ça libère aussi le QB, quoi. S'il a envie de montrer sa vitesse. Non, mais il est à l'aise. Je crois que Joe Alt, il jouait même pas. Si je me trompe pas. J'ai un doute maintenant, là. Mais il est clairement à l'aise derrière sa ligne. Je pense qu'il est à l'aise avec son coach. Encore une fois, je reviens là. C'est une démonstration parce que t'as l'impression que ça a été scripté de la part de Darbo, en fait, de dire, bah, écoutez, s'il a joué, merci Nimodo. Ouais. Pardon. On va démarrer en étant une équipe de 1984. Et puis après, on va devenir une équipe de 2008. Et en fait, c'est très bien vu parce que t'es coordinateur défensif en face, c'est hyper dur de préparer ton match, quoi. Et arriver à mettre en avant quelqu'un comme Quentin Johnston qui était Mr. Drop, un tight end qui en est à sa 9e saison, qui a jamais été vraiment un très bon tight end receveur, et puis un rookie, bah c'est juste très fort. Sans parler d'un running back qui a eu 43 blessures avant de démarrer cette saison. Maman, qu'est-ce que tu fous, maman? C'est énervant. Je sais pas ce qu'elle fait, mais vous allez voir combien de temps ça va prendre. Touche-toi le cul, maman, merde. On est en podcast. Ok. Alors, à part ça, la grosse branlée de la semaine, une fois de plus, est à mettre au crédit des Lions contre les Jaguars. 52-6. Et ça fait 3 ou 4 semaines de suite que les Lions se promènent. C'est vraiment la grosse équipe en forme de ce début, enfin c'est plus le début de saison, de ce milieu de saison. Et les dernières fois, on avait dit ça pénalisait presque Jared Goff parce qu'il n'avait pas besoin de faire des passes pour que les Lions gagnent. Et c'était vraiment les mecs qui marquaient 40 points, mais Goff, il avait 150 yards à la passe et un touchdown. Là, cette fois, ça n'a pas été le cas. Et comme on peut le voir dans les top flops de la semaine sur la gauche, c'est le top QB de la semaine, Jared Goff avec 34,6 points. Mais il n'est pas tout seul. Amon-Ra St. Brown, 33,2. David Montgomery, 23 points. Et aussi, on n'oublie pas Jameson Williams, 20,6, avec un touchdown magnifique où il rentre dans la end zone en mode Marshawn Lynch à l'envers. Et Jahmyr Gibbs, 19 points.
Donc, tout ça sans Sam Laporta. Et pour le moment, ouais, les Lions déroulent complètement et roulent, sont le rouleau compresseur de la ligue. Qui va pouvoir les arrêter cette année en NFC? Ou tout court d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que ça devient un favori pour le titre? Vas-y, Alex. Alors, pour moi, de toute façon, en NFC, c'est clair que c'est, je pense, le favori. Je ne connais pas les codes de bookmaker, mais pour moi, déjà par rapport à leur niveau de playoff l'année dernière, forcément, c'est un des favoris, voire peut-être le favori de la NFC. Ça y est, ils sont Les passés gens, favoris chez les bookmakers, pour info, Alex. bon, voilà. Donc, ça m'étonne pas. Les gens, à mon avis, en termes de codes, c'est Chiefs Lions au Super Bowl hein, à l'heure actuelle. Donc bon, Ou Bills. bah, Mais ça, on en parlera dans une minute. non, mais oui, mais Bills, non, ça c'était avant hier soir. Après, on verra. Mais après, ils tombent toujours dans l'évidence, les bookmakers, mais parce que bon, les Chiefs, voilà. Mais non, les Lions, pour moi, encore une fois, on voit la notion de coaching. Pour moi, je reste persuadé que c'est une notion de coaching qui est juste hallucinante. Et je reste persuadé aussi que du coup, il y a une notion de coaching avec les coordinateurs. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas que le coach, il y a aussi les coordinateurs. Ben Johnson et j'ai un trou de mémoire avec le coordinateur défensif. Bref. Mais c'est voilà, c'est vraiment Moi aussi, j'ai un trou de mémoire là. Ouais, j'ai un trou de mémoire, le black. Mais non, c'est un véritable travail de dingo. Alors, mais après, pourquoi moi j'étais plus persuadé que ça allait être à la passe cette semaine? Parce que faut dire que la secondary des Jacksonville Jaguars est juste anémique. Et encore anémique, je suis gentil. Enfin bon, parce que théoriquement, la plus grosse force, entre guillemets, des Jaguars, c'est quand même le front seven. Mais bon, comme je disais hier, hein, même la vendeuse de la buvette aura marqué un TD hier pour les Lions. Donc, Je vais répondre à ta question. Je vais essayer d'y répondre en disant qu'il y a un match en week 15 qui est Détroit-Buffalo et je pense qu'on va avoir on va avoir un match intéressant pour en savoir un peu plus. Avant, il y a Chicago et Green Bay. Hein. Green Bay peut être une équipe bien relou pour Détroit, mais Green Bay m'a beaucoup déçu hier. Non, il y a le coaching, c'est évident. Bon, après, je pense que Jacksonville jouait pour faire virer leur coach et il se trouve qu'il est toujours pas viré. Hein. Donc, peut-être que... Oui, justement, exactement, Franz, on en a parlé pendant le warm-up. Je suis étonné d'avoir vu 0 annonce à ce sujet-là, quoi. Non, mais je pense qu'il est encore dans le sauna. Non, calme. mais t'as vu la performance des Jaguars, quoi. Enfin, ouais, mais ils sont en bail, les Jaguars Week 12. Oui, mais bon. Donc, ouais, mais donc c'est je pense pour ça qu'ils sont pas très pressés pour faire une annonce. Bah justement, mais moi, à mon avis, c'est le moment justement, tu mets l'intérimaire et tu fais travailler l'intérimaire. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je dis juste, on est lundi. Je pense que la raison pour laquelle on l'a pas encore entendu, je suis persuadé que le coach Week 13 ne sera pas Doug Pederson. Non, mais c'est pour la santé cardiaque de Nimodo. Je me suis dit vu qu'ils sont en bail, il a un pontage, le mec. Il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a pas de truc comme ça. Donc je me demande, je crois qu'ils ont zéro obligation même de prendre des décisions très rapides ni rien. Quoi. Mais à mon avis, ça va arriver. En termes de coaching, tu as raison, Alex. Et je voulais souligner juste en disant des trucs assez hallucinants. Il y a 38 first down, 60% de troisième down complété, 100% en quatrième down. Et il y a eu 3 tentatives, 3 sur 3. Et surtout, moi, ce qui me tue, c'est qu'en fait, tu as 33 passes pour 43 courses. Donc, on est toujours sur une équipe à la course. Mais les 33 passes, c'est pour 449 yards. C'est des chiffres qui sont lunaires. Ça me rappelle des chiffres d'un match où il y a eu 6 touchdowns de l'ancien quarterback de Philadelphie qui a gagné le Super Bowl. Aidez-moi. Le filet spécial. Oui, Nick Foles. Voilà, il y a eu un match récemment, on se détend, hein, c'est juste avant le Covid, mais où il avait fait 6 touchdowns et il y avait eu plus de 600 yards d'offense côté Philly. Et ben là, c'est juste barge de voir ces chiffres-là.
Est-ce que, côté Jacksonville, est-ce que le soldat Travis Etienne peut être sauvé par un changement de coach? 3 fois de suite que je le mets dans les j'ai même pas besoin de réécrire son nom, parce qu'il a sa place, attitrée dans les flops avec le même score 4,8. J'ai l'impression à chaque fois, malgré le fait que Tank Bigsby était absent. Franz? Alors, pardon, vas-y. Non, j'allais dire Franz parce que c'est Franz qui a souvent Travis Etienne et qui était un de ses fans l'année dernière. Franz, qu'est-ce que tu fais avec est-ce que tu as toujours Travis Etienne d'abord? Tu l'as toujours autant? En fait, il y a une ligue où je l'ai encore, mais parce que c'est la ligue où on n'a pas le droit d'avoir. Ah oui, plus tu de vois, X donc il y a plus. running back, ouais. On est limité C'est par position. le Towers, là? Ouais. On est limité par position, donc je peux rien faire. Mais sinon, non, il est benché partout. Je le garde parce que bon. Non, mais tu l'as encore, c'est ça qu'il veut dire. Voilà, C'est-à-dire que tu l'as pas tradé, quoi. You never know. De toute façon, Trader avec qui? Trader avec le pigeon du coin? Ah, mais Justice Hill? Ouais, non, C'était une question la semaine dernière? Non, c'était une blague, c'est une blague. Ah ouais. Une blague. Bah, à l'heure actuelle, Travis, parce que Trevor, il est pas encore là, mais bientôt. Mais Travis, oui, non. Non, mais personne ne voudrait de Alors, Etienne. moi, j'ai une stat à la rigueur, c'est que Tank Bigsby, de moment, à chaque fois qu'il a été blessé et qu'il n'est pas là, Travis Etienne, il est en gros à 85%, 86% de share au niveau du rush. Donc, il est toujours extrêmement utilisé. C'est pas Dearness Johnson ou quoi que ce soit, ou même encore un autre. C'était quoi la dernière fois? Ils ont rajouté encore un 4e running back. Tu fais, mais les gars, ils ont déjà Tank Bigsby et Travis Etienne et ils voulaient rajouter encore d'autres running backs. Mais bon, Travis Etienne est toujours là en termes de pourcentage de rush. Le problème, c'est que en fait, les jeux de course et comment c'est organisé, plus peut-être Travis Etienne, parce que j'ai la ligne. je pense qu'il y a un mélange de tout ça qui fait que c'est de la merde au final. Non, mais tu regardes, franchement, moi je le regardais courir, le gars, il faisait aucune différence. C'est-à-dire même, il n'y a pas un cut réussi, il n'y a pas un stiff arm réussi, il y a pas Alors un qu'on bon sait gars qu'il est capable de le faire, c'est ça qu'on sait, c'est ça qui est dingue, c'est que voilà. Tout à fait. Et puis il y a eu des pertes de balles lors des dernières semaines. Donc si tu veux, il y a tout qui doit pas aller. Ça se trouve, le coaching staff doit lui dire, bah écoute mon gars, step up, là t'es pas au niveau. En même temps, l'équipe elle est pas au niveau. Donc si tu veux, qu'est-ce que tu veux? Il doit être perdu, il doit pas avoir envie de bosser. Et un running back qui a pas envie de bosser, c'est un running back qui ne peut pas fonctionner, hein, puisque tout est dans l'explosivité, tout est dans la motivation, tout est dans le fait d'avoir les roues qui tournent, comme on dit, pour faire une traduction littérale. Donc voilà, c'est tout. Enfin, c'est juste l'attaque des Jaguars où on bench tout le monde. Point. Même Brian Thomas, hein. Enfin, je veux dire, Brian Thomas, il est difficile à starter, hein. Ouais, il a fait des mauvais matchs. Là, la semaine dernière, ça allait un petit peu mieux, mais bon, c'est avec Mac Jones en QB. Ça pose la question justement de Trevor Lawrence. Je sais déjà plus si on en parlait avant de prendre l'antenne ou si on en a parlé une fois qu'on était en direct, mais est-ce que les Jags devraient shut down Lawrence qui est blessé pour la saison, ou est-ce qu'il faut qu'il revienne au classement? Je sais pas exactement où ils en sont de mémoire, mais ça doit être une division prenable, non? Ils en sont où? Ils ont pris trop de retard? J'ai pas les standings. Attends, je les ai là. AFC Sud, ouais, ils sont derniers. Non, ils sont 2-9. Ah ouais, non, mais ils sont en tête du tankathon, ouais. Ils sont 2-9 et il y a les Texans dans la division, donc c'est peu probable qu'ils aient quelque chose à jouer cette année. Donc je me demande si c'est pas l'occasion de bencher, enfin pas bencher, mais shut down Trevor Lawrence. Ils ont Mac Jones, comme ça ils verront ce qu'il vaut. C'est un peu dommage pour les Brian Thomas et tout ça, mais si Gabe Davis est out, que Christian Kirk est déjà out, Evan Engram, on sait qui il est, Travis Etienne, on sait à peu près qui il est, je vois pas trop l'intérêt de faire revenir Trevor Lawrence pour finir 5 et 12. Disons que ça sert à rien de le faire revenir trop vite, quoi. Ouais, s'il est blessé, quoi, s'il a besoin je sais pas, d'être opéré ou même de quoi que ce soit, bah, faites-le, quoi. Faites-le pour qu'il soit en forme pour l'année prochaine. Un bon pic de draft
corriger un truc qui va pas et changer de coach. Et voilà. Du coup, pour moi, pour la fantasy, à part Evan Engram qui survit un peu parce que la position de tight end n'est pas bonne, mais comme tu dis, même Brian Thomas, c'est difficile de lui faire confiance, quoi. C'est un match sur 2. Je pense que de toute façon, tout dépend de quand ils nomment leur nouveau coach. Et je pense que c'est très très rare qu'il y ait des signatures de nouveaux coachs en cours de saison. Donc il y aura un coach intérimaire. Avec le coach intérimaire, Mac Jones peut vouloir se montrer. Donc du coup, arriver à trouver des cibles. Mais encore une fois, c'est un tel coin flip que c'est difficile à risquer. Mac Jones, il veut juste consolider son poste de QB2 pour question de salaire. Mais après, j'ai une stat en fait un peu plus positive quand même sur Brian Thomas, c'est que sur les 2 dernières sorties quand même, Brian Thomas a vu 25% de target share, donc là hier. C'était son plus haut target share depuis la week 7. Il a couru 10 routes de plus que les autres en tant que receveur. Donc, il est là en termes de jeu et tout. Ouais, mais Target share nombre de routes, il est justement, là. là, il a fait le match, cette target share de 23%, c'est à peu près sa moyenne sur la saison. Mais les 3 matchs d'avant, il les faisait pas. Les 2 matchs d'avant. Et donc, tu sais pas trop pourquoi, tout d'un coup, les 2 matchs d'avant, il a disparu, quoi. Et on arrive au stade de la saison où tu peux plus trop Parce te que des permettre mauvais d'avoir choix de des joueurs qui coaching, tout disparaissent. simplement. Ouais, d'accord, Enfin, je suis d'accord avec ça. Mais voilà. je dis juste, effectivement, on arrive au stade de la saison où on peut plus trop se permettre des joueurs non, qui ouais. disparaissent comme ça. Et voilà. Ok, à part les Jaguars, qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Taysom Hill, 40. Où est-ce qu'il est, Taysom Hill? 38 points, 38,5 en half PPR. Il a fait un peu de tout hier. Il a fait 3 touchdowns, 138 rushing yards, 50 receiving yards, 18 passing yards et 42 kick return yards. Le couteau suisse, ça on le sait. On a toujours appelé un peu le joueur gadget. Mais franchement, cette saison, c'est plus qu'un joueur gadget. Et est-ce que c'est vraiment la licorne de la fantasy dont on se rappellera? C'est le seul joueur que je connaisse qui fasse autant de trucs aujourd'hui. Il fait un peu de tout. Et comme il a l'éligibilité de tight end, rien que pour un score comme ça où il te fait 38,5 une fois, et puis même le plancher, je pense, il a un plancher assez élevé cette année quand il n'est pas blessé. Est-ce qu'il peut finir? Est-ce qu'il peut rattraper George Kittle et finir tight end 1? Qu'est-ce que vous pensez de Taysom Hill? Est-ce que c'est un joueur où vous avez confiance ou vous avez peur que demain vous le startez et il disparaît complètement? Alors on a dit, moi j'ai parlé des erreurs faites pendant le warm-up. On va parler des choses quand même un peu correctes pendant le warm-up. Et je pense qu'on n'a pas fait une erreur sur les tight ends, mis à part Dawson Knox qui était un peu moins bon que ce qu'on avait dit. Bravo pour Brock Wright d'ailleurs. Mais Brock Wright, Jonnu Smith, que j'avais dit était tight end 3 ou tight end 4, je crois, que j'avais prédit. Et Taysom Hill qui était un très bon remplacement en cas de... Si tu avais Laporta ou si tu avais Dalton Kincaid, d'aller prendre un Taysom Hill, c'était loin d'être débile. Je me le prends d'ailleurs en trophée FB, donc je suis ravi. Zinkou, tu n'es pas tout seul. Et puis, je l'avais mis contre Alex dans une autre ligue. Non, c'est ni une licorne, ni potentiel tight end peut-être, mais je veux dire, on l'avait dit un peu pendant le warm-up. Il était plus probable que Taysom Hill soit plus utilisé cette fois-ci. Alors pourquoi? Parce que contre Atlanta, on avait un pass rush qui était pourri. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Derek Carr avait beaucoup plus de temps pour pouvoir faire des passes et se libérer tranquillement. Cleveland, c'est pas du tout la même chose, c'est l'inverse. Donc du coup, fallait des trick plays. Et quand on a des trick plays, on appelle Taysom Hill. C'est très courant. Donc on avait dit, ça a l'air d'être un match nickel pour un Taysom Hill. Bingo. Alors d'aller à ce niveau-là, je le dirais pas, mais en tout cas, c'était un petit peu prévisible. Qu'est-ce qu'on a après la bye? On a les Rams, on a les Giants, on a Washington. Ça peut être un flex, ça peut être un tight end 2.
Avec un retour de Laporta, c'est compliqué de starter Taysom Hill à la place de Laporta, par exemple, si jamais vous l'avez pris en remplacement. Mais je serais pas choqué qu'on le mette contre les Rams. Hein. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas vraiment un tight end. Il fait tout. Et effectivement, Oui. comme dit Roll Amiral, il n'y a plus personne aux Saints. Ils sont tous blessés. Derek Carr, il a personne vraiment à qui passer le ballon à part Valdez-Scantling 3 fois par match pour 150 yards et un touchdown. Mais du coup, Sur deux targets. c'est ce que je veux dire. Ouais, tu vois, j'ai dit 3, j'ai été généreux. Donc effectivement, le cœur du truc, c'est Taysom Hill. S'il est en forme et que ça fonctionne, il sait tout faire. Les Saints, ils me dépriment. Ouais. Sur le plan fantasy, c'est une équipe, mais depuis toujours, ça me déprime cette équipe. Elle m'énerve. Bon, tu disais, voilà, 2 targets pour Valdez-Scantling. Kevin Austin Jr. a été 2e en termes de nombre de routes selon PFF. Kevin Austin Jr., mais Je sais pas qui c'est. mais qui. Enfin, moi, tu vois, on parlait de Tipton IC, quoi que ça. Ouais. Kevin. Tu sais, en plus, au départ, j'avais compris Calvin. Tu sais, quand j'ai regardé le match, Calvin Austin, je comprends pas. J'ai un trade, je l'ai raté celui-là. Qu'est-ce qu'il fout? Il est plus aux Steelers. Bref, Taysom Hill, alors, il a des stats quand même de dingue. Je pense que ça se passera pas quand même comme ça tout le temps. Parce qu'il a quand même couru pour plus de 60% des routes de Nouvelle-Orléans en dropbacks. En dropbacks, hein. C'est énorme. C'est énorme. Le mec, il est couteau suisse, tight end QB et il court pour plus de 60% de dropback. Bon, je veux dire. Et du coup, ça lui donne en gros un pourcentage globalement de plus de 60% sur les routes pour ces 2 derniers matchs. Bon. Et en plus, là, il a eu 10 targets. 10 targets. C'est son maximum en carrière. Non, mais on est sur des statistiques qui. C'est imprévisible, ça on peut pas le dire. Franchement, j'ai des highs sur Taysom Hill pendant le warm-up. J'avais dit, ouais, à mon avis, il est tight end 2. France me dit, non, peut-être pas autant. Mais j'ai dit, si, je le vois bien. Mais enfin, je voyais pas quand même à ce point-là, quoi. Mais ça se passera pas comme ça toutes les semaines. Faut pas déconner quand même. Non, c'est sûr. En tout cas, il a battu un nouveau record NFL. C'est le premier joueur. Non, un de 2 joueurs, pardon. Donc c'est pas battu. Un de 2 joueurs dans l'histoire de la NFL avec 25 touchdowns à la course, 10 touchdowns à la passe et 10 receiving touchdowns. Voilà. Voilà pour Taysom Hill, la licorne. Il a même lancé une interception, on nous dit Nimodo. Mais je terminerai juste par dire que la journaliste sur la sideline, à la mi-temps, elle va voir elle interviewe toujours les coachs et elle interviewe le coach des Saints et elle dit non mais attendez, bon, il y a eu beaucoup de jeux avec Taysom Hill. Vous pensez pas varier le jeu? Et le mec il regarde, la journaliste, il fait non, il n'y a pas eu assez de jeux avec Taysom Hill. Non, on va mettre encore plus de jeux avec Taysom Hill. Donc en gros, rien. Alvin Kamara, mon Dieu, voilà, je vous dis, hein, Alvin Kamara, ne draftez pas Alvin Kamara parce que voilà comment ça se passe avec les Saints en cours de saison. Non, mais... Rageux. Moi, j'ai Alvin Kamara dans plein de ligues et ça se passe très bien, hein, t'inquiète pas. Ouais, non, mais parce que tu as accumulé, tu as fait la je suis en trésorerie. Tête oui, j'ai accumulé la trésorerie avec les semaines précédentes. Et même là, il fait pas. Mais, il fait 10 ouais, points. mais enfin, il fait combien là? 11 points. 11 points fantasy. C'est un quand plancher. Même. En LPPR? Ouais. Ah, ok, respect. Moi, franchement, quand tu regardes le match, tu as l'impression qu'il est nulle part. Qu'il est nulle part, non, mais parce que c'est ça. Ouais. Et qu'il se passe rien, quoi. Ok, passons aux Chiefs Bills, l'affiche de cette semaine et victoire des Bills dans un match assez serré qui a mis du temps à se décanter. Première défaite donc pour les Chiefs qui vont probablement pouvoir se relancer contre Carolina ou match danger qui est-ce que ça pourrait être le grain de sable cette défaite des Chiefs? On sait qu'ils étaient 9-0 avec plein de victoires à l'arrache. On se disait mais comment cette équipe peut être invaincue alors qu'elle joue plus mal que les années précédentes? Là, on a revu Patrick Mahomes un peu en galère, qui fait des interceptions, Travis Kelce invisible, même Kareem Hunt qui disparaît un petit peu. Alors, il y aura probablement le retour d'Isaiah Pacheco, soit cette semaine, soit la suivante. Mais cette semaine contre Carolina, est-ce que Carolina peut faire la surprise, eux qui sont au contraire sur une bonne série? Et
Est-ce que voilà, Franz, Non, dis-moi. mais c'est évidemment, mais c'est quoi cette question? Mais évidemment que non. Mais c'est la meilleure défense contre la course en plus, et le retour d'Isaiah Pacheco potentiellement. Enfin non, bien sûr que non. Bien sûr que non, qu'on ne fera pas l'upset. Non, je pense que c'est c'est pas un grain de sable. Je pense que c'est la pire chose qui pouvait arriver. Cette défaite, c'est encore une fois une défaite contre les Bills en saison régulière, donc ça veut dire qu'ils vont gagner en playoff. Point. La meilleure, tu veux dire, la meilleure chose qui pouvait Non, l'arriver? pour eux, oui, mais c'est la pire des choses pour nous, quoi. Enfin, pour tous les Ah autres. ouais, pardon, ouais, pour Oui, Carolina. j'allais dire, malheureusement, en termes de timing, il aurait fallu qu'ils gagnent encore contre les Bills pour qu'ils Ouais, perdent contre les Panthers. Le ouais. problème, c'est que là, ils ont perdu contre les Bills. Du coup, ils vont dire bon, faut peut-être qu'on State voit Ah, quand of- même mais certains même trucs. pour les playoffs, parce qu'ils vont certainement se retrouver contre les Bills en playoff à nouveau, et que à chaque fois, les Bills gagnent en saison régulière, mais pas en playoff. Donc, patatras, à nouveau. Même au Super Bowl. Donc, donc, euh, donc voilà, non, c'est pas une bonne nouvelle cette défaite. J'aurais presque préféré qu'ils fassent une saison à la Patriots, à tout gagner et puis à enfin avoir un petit changement à la fin. Mais non, ils vont se réajuster. Je crois, ils vont surtout pas paniquer. Ils connaissent leurs forces et puis voilà. Non, il y a pas de grain de sable. Je pense que c'est plutôt comment dire, une bonne nouvelle que les Bills sachent construire quelque chose de briques et de broc. Ils ont quelques certitudes sur lesquelles se baser, mais sur les Chiefs, non, c'est pas un grain de sable. Ok, donc c'est pas. Tu considères pas que c'est comme les Eagles l'année dernière où on disait ils gagnent, mais ils jouent pas ouf, et puis tout d'un coup ils ont commencé à perdre des matchs et. Non, elle va pas me dire qu'Andy Reid, Bon. c'est pareil que Sirianni, s'il te plaît déjà. Hein. S'il te plaît déjà. On va peut-être se calmer. Sirianni, c'est une pipe, Ah, mais je pose pas juste Andy une Reid. question, hein. Mais non, mais c'est une bonne question, mais je donne ma réponse. Mais non. Non, alors après, là où je suis pas d'accord avec Franz, c'est par rapport à la possibilité de Chuba Hubbard. Je dis pas ça par rapport à son contrat, parce que Franz a touché quand même 15% de sa com. Mais Je non, déménage c'est bientôt. que. D'ailleurs, salut les gars, je ne suis plus là. Je vais être insider aux États-Unis directement pour Fantasy Ballers. T'as pas vu le Tipeee que j'ai fait là? C'est bon, on peut racheter Restream d'ailleurs. Les 550 000, j'ai vu. Je me disais, mais c'est quoi ce bordel? C'est des lires en italienne. Je me dis, il faut diviser par 1000, mais non. Non, c'est que James Cook a marqué quand même 19,7 points en PPR contre les Chiefs, qui est censé être la meilleure, une des meilleures défenses contre la C'est course. vrai. Parce que T'as généralement, on raison. était à C'était la 13,2. meilleure. C'était la Enfin, meilleure. c'était la meilleure. Et la deuxième meilleure performance, c'était Bijan Robinson avec 13,2 points en PPR. Donc, je veux dire, vu le jeu en ce moment de course des Panthers et la forme de Chuba, je me dis que pour moi, s'il y a un axe, on peut travailler, c'est là-dessus, par rapport aux Panthers sur les Chiefs. Maintenant, après, les Chiefs, en effet, quand même, il y a beaucoup de stats qui sont quand même très chelous, que ce soit par rapport à Kareem Hunt en target share, qui était généralement à 25% avant, ou en tout cas sur la semaine 10, et qui est complètement tombé sur la semaine précédente. Ensuite, Travis Kelce, il fait pourcentage de target share le plus bas de toute la saison. Il est à 13,3. Bon, Alors qu'ils sortaient de après, 3 matchs excellents, justement. alors qu'il sortait de 3 matchs. Bon, Juju, il venait de revenir, donc je ne sais pas s'il y a une intégration, plus le fait de pouvoir mettre un peu en avant Xavier Worthy, en sachant que Xavier Worthy, on en parlait pendant le warm-up. Là, il a marqué quand même 16,8 points en PPR contre les Bills. C'est évidemment sa meilleure marque depuis la semaine 1. Mais sinon, en gros, il a eu 2 matchs cette année où il était à plus de 20% de target share. Sinon, c'était toujours en dessous. Donc, bon, je sais pas. Non, ouais, Worthy, il est pas vraiment utilisable, mais contre les Bills, il a bien joué. Il aurait même pu avoir plus de points s'il avait pas. Il y avait une longue réception où il a mis le pied dehors, un peu par paresse, j'avais l'impression. Il était tout seul, Par mais jeunesse, on va dire par jeunesse. ouais, par manque d'expérience. Hopkins, pas terrible, il a fait un bon match quand il est revenu, puis 2 matchs un peu invisibles. Kelce, on l'a dit. Kareem Hunt, à mon avis, dès que Pacheco revient, Kareem Hunt n'est plus utilisable.
Donc ouais, ça va être marrant de voir, ouais. Moi, le warm-up, j'avais dit que moi, franchement, Pacheco, je le ferais pas jouer avant les playoffs, hein. Ouais, j'avais entendu ça, mais je Jamais pense de qu'il la va vie, ils jouer. vont le faire. Ouais, Jamais de la vie, ils vont le faire. Mais en tout cas, il y a moyen que Chuba Hubbard soit le sit of the week pour la semaine avec prochaine le quand même. comeback de Brooks. Avec l'arrivée de Brooks Alors, voilà. et l'arrivée de Brooks et la défense des Chiefs et le fait qu'ils aient perdu là, il y a moyen que Bard soit quand même le sit of the week. En plus, j'ai écouté la conférence de presse de mon coach qui a dit que le playbook était le playbook complet avec Brooks. Donc ils vont le faire jouer et ils vont l'utiliser. Ce qui peut être hyper intéressant à regarder d'ailleurs parce que c'est un sacré welcome to the NFL mon pote. Et Adam Thielen qui est de retour. Et Adam Thielen qui est de retour. Donc attention l'offense des Panthers. Ouais, moi je dis ça peut être une surprise. Ouais. Et si ça arrive, et là lundi on va entendre la panique. Ne m'excitez pas non plus. Du coup, d'ailleurs, Josh Allen est passé, je crois, en favori MVP aujourd'hui sur les bookmakers. Sans déconner. Ouais, devant Ouais, Lamar. bah, C'est méchant par rapport à Lamar Jackson quand même. Mais bon. Ouais, mais Lamar, non, mais tu c'était vois, serré de c'est un base. week-end où Lamar a montré un peu ses limites habituelles. Ouais, alors non, Son espèce enfin de habituel, plafond et habituel contre les contre les Pittsburgh Steelers, ouais. Steelers. Ouais. Contre les Steelers, parce que quand même, attends, j'avais noté, je vais te la retrouver tout de suite, la statistique, je me la suis notée dans un coin. Voilà. Lamar Jackson, sur les 2 matchs contre les Steelers, il est à 12,4 points. Contre tout le reste, il est à 23,2. C'est sa kryptonite. Après, je peux comprendre la défense des Pittsburgh Steelers, c'est la kryptonite de beaucoup de monde quand même, hein. Ouais, Oui. ça. Moi, je trouve juste pour changer un peu parce qu'on sait très bien avec qui ça se joue pour le poste de MVP, pour le titre de MVP. Moi, je trouve quand même que de pas parler de Derrick Henry, c'est un scandale. Ça, je suis d'accord. C'est complètement dingue de pas parler de Derrick Henry pour le poste de MVP, pour le titre de MVP, je vais y arriver. Mais bon, pour le moment, en fait, c'est serré entre Lamar et Josh, donc quand il y en a Derrick Henry, c'est Christian McCaffrey l'année dernière, quoi. Ouais, mais c'est comme ça tout le temps. De toute façon, le MVP, ça me casse les couilles. Il faudrait soit retirer les trophées de joueurs offensifs et joueurs défensifs de l'année pour avoir un vrai MVP, ou alors tu les gardes et tu dis bah le MVP en fait maintenant c'est juste c'est donné au quarterback de la meilleure équipe quoi. C'est pas forcément c'est pas la définition d'un joueur valuable qui apporte le plus à son équipe, c'est vraiment le chef d'orchestre qui emmène son équipe le plus loin en saison régulière. Pas forcément le titre le plus utile. Je trouve qu'effectivement, joueur offensif de l'année et joueur défensif de l'année, ça représente beaucoup plus la qualité du joueur. En fait, il faut enlever le P par le Q, quoi. C'est MVQ, il faut l'appeler, pas MVP. Non, ou alors t'as MVP par position. Moi, c'est ma proposition depuis un petit moment. Parce que, de toute façon, joueur offensif de l'année, est-ce que tu auras un left tackle un jour? Non, et pourtant, potentiellement, bah, c'est lui ton joueur offensif de l'année. Ouais. Après, tu as les first team et second team All Pro, non? Oui, mais là, c'est pareil. Tu joues en quelle formation? Tu mets combien de receveurs? Enfin, tu vois, là, tu mets plusieurs receveurs finalement avec tes first team et tout. C'est quel est le meilleur receveur de la ligue? On a toujours ces débats, nous. Les meilleurs receveurs, le meilleur running back. Ah ouais, nous, on aime bien, nous. Pour qu'on ait les débats. Nous, on aime bien, nous. Et donc, je me dis, bah, mouillez-vous. Allez-y, faites-le. Bah, d'ailleurs, pour ça que Derrick Henry, s'il est MVP, pour moi, c'est parce que, en même temps, tu vois, un mec comme Rosengarten, la saison qu'il fait, elle est juste hallucinante, quoi. Pour un bonhomme. Et Rosengarten, personne ne va parler de lui. Non. Et on va pas parler de lui dans ce podcast puisqu'on parle de fantasy. Et par contre, on peut parler de qui est le meilleur receveur de San Francisco. Mais quel segway! Oh, quel professionnel! Qui est le meilleur receveur de San Francisco avec Deebo Samuel qui a été invisible et qui va probablement me coûter la suite de ma saison en guillotine. Et Jawan Jennings qui est aussi dans mon équipe mais que j'ai laissé sur le banc, qui lui a marqué une vingtaine de points, voire même plus, et qui a été surtout ciblé agressivement et constamment par Brock Purdy tout le match. Jennings qui remplace extrêmement bien Brandon Ayuk et qui est presque meilleur qui est meilleur cette saison que l'a été Brandon Ayuk.
est-ce que c'est un joueur qui, d'abord, va continuer à bien finir la saison et même pour la dynastie, est-ce que c'est un joueur avec qui il faut compter, un late bloomer un peu à la Davante Adams, qui commence sa carrière calmement, mais qui explose? Parce que là, c'est pas simplement un gros match à la Gabe Davis, c'est vraiment un joueur qui prend ses 10-11 targets par match et qui est le focus de la défense adverse et qui joue bien, quoi. Là, à nouveau, puisque tu m'as autorisé à le faire en début d'émission, si vous avez écouté le warm-up, vous avez entendu votre tonton Franz vous dire que Jauan Jennings était le receveur numéro 1 des Niners et que la seule interrogation, c'était CMC par rapport à Debo et que Jennings allait prendre toutes les routes d'Ayuk. Bah, point. Voilà, c'est exactement ça. Jennings a déjà prouvé dans le passé, en plus, qu'il était un très très bon receveur, puisqu'il l'a fait on se rappelle du Super Bowl où il marque un touchdown. Il a toujours été là quand on faisait appel à lui, il a toujours été solide. Là, c'est juste que du coup, il a les snaps, il a les target shares, il a tout pour lui. Donc pour moi, c'est le receveur numéro 1. Alors après, il y a George Kittle qui va revenir. Il se trouve que quand on a fait nous, on a toujours cru que George Kittle allait jouer. Il se trouve que dernière minute, il a pas joué. Est-ce que ça change un petit peu? Je pense pas. Le classement, lundi dernier, on avait fait un classement. C'était Jennings en 1, Ricky Persol en 2, CMC, Debo et Kittle. La seule constante, c'est finalement Jennings et CMC, et je pense qu'on va voir ça pendant un bout de temps, ouais. J'ai ta réponse, Franz. En fait, on met Kittle à part, parce que le Jennings, en fait, ses performances ne sont pas liées à l'absence ou à la présence de Kittle. John Jennings, il a vu en target share 40%, 32%, 39%, tiens, énorme, hein, sur les 3 matchs, quand l'un des deux, Debo Samuel ou Brandon Ayuk, a été absent cette année. Et il a marqué 29,3 points par PPR sur ces matchs-là. C'est Donc, QFD. tu vois, c'est QFD. C'est qu'en gros, on ne parle pas, quand vous voulez starter Jennings, vous ne partez pas sur le principe si Kittle est là ou pas. Pas du tout. C'est si Debo Samuel ou Brandon Ayuk est absent. Ouais, et donc ça veut dire que c'est un potentiel WR1 pour le reste de la saison, Totalement. puisque Brandon Ayuk ne revient pas. Et pour la saison suivante, on ne sait pas encore, parce que tout dépend où il ira, où iront Debo Samuel, etc., ou Ayuk même. Donc c'est un joueur au début on pensait plug-in 1 ou 2 matchs, mais en fait potentiellement il peut vraiment devenir excellent, quoi. La blessure d'Ayuk a quand même solidifié sa position, puisque lui, après, il était blessé. Ouais. Mais quand il est revenu, 11 targets. Ouais. Et tout de suite, 11 targets. Et là, combien, là 10. 10. Ouais. Donc, voilà. Et puis surtout, moi, je regardais un petit peu le match et effectivement, c'était la cible principale, quoi. C'était lui que Purdy cherchait et qui a mérité d'être le mec principal, parce qu'il allait chercher des yards après catch et tout. Il était Ouais, très parce que bon. Ricky Persol, il a vu en fait son partage de route tomber drastiquement sur cette Week 11, parce qu'il est à 62%, ce qui n'a jamais été aussi faible les matchs où il a joué. Ouais. Et pour la petite histoire, notre ami Jennings, il a plus de points fantasy par route que Justin Jefferson cette année. Pas compliqué dernièrement. Ouais, peut-être, mais c'est Justin Jefferson quand même. Petite dédicace à Aptine. Ouais. Et c'est pas juste le Justin Jefferson de deuxième mi-temps, c'est Justin Jefferson tout court. Tout court. Les 2 derniers matchs, tout court. Un autre retour qui, moi, me fait plaisir. Oui. Vous connaissez mon affection pour un certain Anthony Richardson et mon incompréhension quand il a été mis de côté, sauf si c'était une sanction qu'ils n'ont pas voulu annoncer. Ça semble être le cas. En tout cas, après 2 défaites et 2 mauvais matchs de Joe Flacco, qui ont sûrement été très instructifs pour Anthony Richardson sur le banc. Richardson est revenu, il a fait un match à peu près correct, mieux que les précédents en tout cas, précis, relativement précis et pas loin de 300 yards à la passe, 30 yards à la course et 3 touchdowns en tout.
et une victoire contre les Jets. Qu'est-ce que vous avez pensé du retour, Alex, toi peut-être, et est-ce que tu penses que ça lui aura fait du bien finalement d'avoir fait ces 2 matchs sur le banc? Pas forcément pour apprendre, mais en tout cas pour se remettre les idées en place. Qu'est-ce que tu en penses? On en parlait pendant le warm-up dimanche. Je reste persuadé, enfin on reste persuadé, moi en tout cas, que c'était une punition. Ouais, une sanction, ouais. Comme je disais, hein, pas oublier, Anthony Richardson est très jeune. Ouais. C'est quand même des gars qui arrivent, ils viennent du college football où c'est des méga stars sur les campus, enfin les campus universitaires. Je sais pas si les gens connaissent, mais enfin, ce que l'on voit dans les séries ou dans les films, bon, on n'en est pas loin hein, quand même. Mais donc du coup, la NFL, c'est plus la même, les mêmes limonades. Donc là, PlayStation, il a dit bon, alors maintenant tu vas te calmer, mon gars, je vais te punir. Et alors là, ce qui m'a rassuré en fait sur Anthony Richardson, c'est en gros, alors il scramble toujours un peu, mais moins en savant plus où est la bonne end zone entre guillemets quoi. Tu vois, il sait où s'orienter sur le terrain. Et que du coup, il est plus à balancer juste des deep balls pour principe de balancer des deep balls et puis que du coup, ça les pire ce qu'il récupère. C'est que pour finir, Josh Downs est véritablement le receveur numéro 1 par rapport à ça. Alors, receveur numéro 1 en termes de points et d'actions validées, parce que pour finir, Michael Pittman, en termes de stats et target share, reste toujours étonnamment leader, mais sauf que lui, la rentabilité n'est pas là. Donc, pour moi, c'est en tant que comme on dit, propriétaire de Josh Downs. Manager. Le fait, ouais, m'en fous, moi. En tant que gestion d'esclaves en fantasy, en gros, si j'ai Josh Downs, je flippe plus si c'est Anthony Richardson. Ouais, bah là, il a montré qu'il. Enfin, Après, il y a eu une passe en particulier que j'avais vue sur le red zone qui était un peu longue. Et Josh Ouais, Downs a fait le et taf Josh pour aller Downs, la chercher. Je me suis dit, putain, ça y est, il rate encore un Josh Downs complètement ouvert. Superman Et, Josh Downs, hein, parce que ouais. Et là, comme quoi, tu vois, non, mais pour revenir sérieusement 2 secondes, la fois où il a été benché, donc au-delà du fait qu'il était sorti, il avait demandé à sortir du terrain sur un third down important et tout, on a tous dit que ça c'était inacceptable. Et c'est probablement la cause de sa mise sur le banc. Sur les histoires de pourcentage de completion, etc. Les gars qui avaient regardé le film et qui avaient regardé chacune de ses passes, ils disaient mais il y a eu genre 6 drops. Il y en a 5 autres où il a un mec dans la tronche au moment où il fait la passe. Genre les 3 quarts des gars auraient même pas tenté de faire une passe et lui, parce qu'il est con et jeune, et il tente, etc. Et donc en fait, si t'enlèves tout ça, c'était pas si horrible que ça et c'était le même niveau que Joe Flacco en termes de précision. Et d'ailleurs, quand Joe Flacco jouait, il y a eu aussi des drops assez dégueulasses, des balles typées qui se sont transformées en interceptions et tout ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut parfois regarder un peu au-delà de la stat pure pour cataloguer un mec si jeune que ça, qui a si peu d'expérience. Au collège, je crois il a starté 12 matchs. En NFL, il a dû en starter 7. Donc le gars, il a joué 20 matchs à un niveau à peu près sérieux dans sa carrière, quoi. Je sais pas si vous réalisez, des mecs comme Michael Penix ou Bonix, on va parler de Bonix dans une seconde. Bonix, il a joué 50 et quelques matchs au niveau collège avant d'arriver en NFL. Donc forcément, forcément, c'est un peu plus serein, tu vois. Donc ouais, j'étais content de voir Anthony Richardson, au moins le premier match à son retour contre une soi-disant bonne défense des Jets, même si récemment c'est pas. Non, 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 Ouais, non, 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 une non, bonne non. défense des Jets. Attendez, me lance pas sur les Jets. Me lance j'a- pas sur les Jets. j'attendais, non mais j'attendais sagement dans le coin du Ouais. ring avant les ding ding ding, encore en référence à la boxe. Euh, Wait a minute. Les Jets, Poufle, France, les poufle. Jets, c'est de la merde. Ok? Les Jets ne sont que la pâle copie Wish de ce qu'on aurait Wish qu'ils soient. Clairement, c'est une des pires défenses face au quarterback en fantasy, ok? Et je suis très content qu'Anthony Richardson ait fait ce match-là. Je suis absolument dégoûté de ce que les Jets ont fait. C'est 1 point. 2 points. Qu'est-ce que tu apprends? Je rappelle le restant des semaines de fantasy que tu vas avoir. Détroit. New England, ok. Bye. Et après, Denver, Tennessee, Giants. Je rappelle quand même que ce sont des défenses face au quarterback qui sont pas évidentes du tout. Donc, je sais pas du tout
si tu as récupéré là un quarterback startable, à part peut-être face à New England. Et pour terminer sur autre chose que la fantasy, j'avais dit ça par rapport à Bryce Young, et c'est ce que lui avait dit d'ailleurs, c'est que parfois aller sur le banc te permettait d'écouter à l'oreillette ce qui se passait entre les coachs et le quarterback qui est sur le terrain, et que quand tu arrives en NFL et que tu es directement mis sur le terrain, tu n'as jamais en fait d'autres images, d'autres manières de travailler que ce que toi tu expérimentes sur le terrain. Donc c'est hyper difficile à apprendre. Et Bryce Young avait dit, moi j'ai appris énormément de voir comment ça se passait entre les coachs et Andy Dalton quand moi j'avais l'oreillette également. Bah, peut-être qu'il a appris des choses. Et je suis d'accord avec Alexandre, il y a de la punition. Ouais. Et effectivement, ce que tu dis, c'est tellement important parce que ça prouve à quel point c'est absurde. Si des mecs pris numéro 1, numéro 4 comme ça, et puis plein d'autres l'ont dit aussi, que ça les aide d'assister à des matchs de NFL dans l'oreillette et de comprendre la communication, ce qui se passe sur le terrain, etc. Ouais. Putain, mais pourquoi les mecs les startent à chaque fois, week 1, comme des abrutis? Je sais, mais ça rend fou. Ça rend fou. Tu as une Ouais. hiérarchie, tu as des mecs qui sont là. Alors les coachs, ils sont là à cause du court terme, ils ont besoin de résultats immédiats, etc. Les fans, Les ils ont une abonnements. impatience complètement Les débile. abonnements dans les stades. Les Ouais. abonnements, tu vas les Ouais, vendre, les les abonnements. maillots. Bah, Les maillots, etc. c'est un truc de fou. Au niveau du Tu as le business droit, NFL, le exactement. merchandising, enfin bref. C'est du business avec une vision court terme de ouf. Parce que si c'est pour finir avec des mecs comme Bryce Young, où il y a 4 semaines, maintenant ça va un peu mieux, mais il y a 4 semaines, on se disait, le mec, sa carrière est flinguée. Richardson, il y en a plein qui m'ont dit, sa carrière est flinguée. Il y a Caleb Williams, il y a 10 jours, on me disait, c'est un bust, c'est terminé, il vaut rien. Putain, mais calmez-vous 2 secondes, les mecs. Attends, enfin, tu vois, s'il faut bencher le mec, bah benchez-le avant. N'attendez pas qu'il soit nul. Et même Jayden Daniels, il joue de moins en moins bien. Il est peut-être un peu blessé aux côtes et il court moins, mais tu vois, c'est pas le Jayden Daniels qu'on a vu au début de la saison. Et puis à chaque fois qu'il joue contre une bonne équipe, c'est moins bien, tu vois. Zach Wilson, dans les commentaires, on le dit aussi. Pareil. Donc, ouais, c'est. Zach Wilson, au même stade de l'année, il était à 5-7 ou 5-7, ouais. Alors que depuis que Rodgers est QB, il est à 2-8 ou 3-8. Mais je suis d'accord et les avec. Jets sont à 1-5 depuis que Saleh est viré. Mais c'est vrai, Voilà. mais on a mis Aaron Rodgers trop vite sur le terrain. Il aurait dû apprendre derrière un vétéran en étant sur la ligne de touche. On l'a mis trop longtemps sur le terrain. Justement, tu m'enlèves les mots de la bouche, Alex, avec cette fameuse stat où Zach Wilson et Sam Darnold ont un meilleur bilan avec les Jets que Aaron Rodgers. Donc, est-ce que Aaron Rodgers est complètement cramé? Et est-ce que il sera week 17 chez les Jets ou dans le cabinet de Donald Trump, à votre avis? J'espère les France. Oh, ouais, pour moi, ça me fait mal de le dire, mais je pense qu'il est cramé. Ouais, je pense qu'il est cramé, mais je pense que c'est les Jets qui sont cramés tout court, en fait. Il est pas dans un environnement où il peut s'exprimer correctement. C'est dingue, hein, alors que c'est lui qui l'a créé, l'environnement. Ouais. Mais là, franchement, il fait pas bon être fan des Jets, hein, et je sais de quoi je parle. Je peux pas dire autre chose que oui, je pense qu'il est cramé. Peut-être qu'il va l'année prochaine ressurgir et nous montrer qu'on a tous tort. Mais d'accord, mais j'ai pas envie de faire une espèce de comment dire de naïveté pour faire du buzz en disant non, moi je crois toujours en Aaron Rodgers. Il a 40 balais, il s'est niqué le talon d'Achille, il est dans une équipe qui n'a ni queue ni tête aujourd'hui. Bah oui, normal qu'il soit cramé. Ouais. Ok. Dernier sujet pour aujourd'hui. Est-ce que on peut parler donc on a dit MVP, ça commence à se réchauffer un petit peu entre Lamar Jackson et Josh Allen. Et en Rookie of the Year, ça commence à chauffer également entre Bo Nix et Jayden Daniels. Jayden Daniels, on pensait qu'il s'était envolé avec le titre de Rookie de l'année. Et puis finalement, depuis qu'il s'est blessé aux côtes, il court un petit peu moins et du coup, ses scores fantasy, en tout cas, s'en ressentent. Ça fait 2 fois qu'il est dans le flop, 2 semaines d'affilée qu'il est dans les flops.
et son équipe perd contre les équipes un peu meilleures, alors que Bonix, lui, au contraire, monte en puissance et fait taire pas mal de détracteurs. Je pense que Jayden Daniels est toujours favori, mais qu'est-ce que vous en pensez de votre côté et en fantasy, si vous, par exemple pour la dynastie, lequel vous préfériez en ce moment? Honneur à toi, Alexandre. Ouais, honneur à toi, Alex, parce que Franz prend la parole plein de fois. Et puis surtout qu'il il m'a fait une très bonne. Ouais, une belle défense de Bonix Ouais. dimanche. Euh, À coup de 20 yards à la course par-ci, 20 yards à la course par-là. Ouais, mais après, Non, mais regarde les mais stats. Il a 300 yards à la ouais, course. Jayden Daniels en a évidemment un peu plus. Mais pas, c'est quand même mais pas 300 yards à la dernièrement. course, hein, c'est pas rien. Mais plus dernièrement, parce que justement, Jalen Daniels, depuis son coup aux côtes, je ne sais plus dans quel match, il y a quoi, 3 semaines, Mhm. je pense que ça s'est vachement calmé. Contre nous. Après, c'est pas impossible en Ouais, effet, c'est ouais. nous, Contre les qui Panthers, l'avons. ouais. Quand il est sorti. Vous êtes des influenceurs de la NFL, c'est affolant. Les Panthers, en fait, c'est des game scripteurs, quoi. Mais des league scripteurs même. Non, Bonix, en fait, pour moi, il faut rendre à César qui est à César, et ça fait mal de le dire. Mais il y a un coaching juste hallucinant. Il faut savoir que Bonix, en fait, en termes d'efficacité sur des passes courtes, je crois de week 1 à week 6 ou 7, il était 31e sur les quarterbacks éligibles, donc sur 32. Donc il était avant-dernier et il est passé, je crois, 4e ou 5e de la ligue sur ces dernières semaines. Il y a, je pense, un ajustement, il y a un travail, il y a un coaching, il y a un rookie. Donc, le résultat est là. 21,5 points par match depuis la week 4, même s'il finit week 11 avec juste 3,6 yards par attempt, ce qui est, selon Next Gen Stat, l'une des pires marques de la ligue cette semaine. Alors moi, je vais mettre un bémol. C'est mon thème de la soirée. Je suis le vilain petit canard. Mais je rappelle que Bonix, sur les 11 matchs qu'il a joué, il a joué les 9 pires défenses contre les quarterbacks en NFL. Donc, le calendrier, force est de constater qu'il a été très facile. Néanmoins, pour les quarterbacks, hein. Néanmoins, c'est impressionnant, et je pense que là, on n'est pas là en train de parler de fantasy, hein, là, c'est de la vraie NFL, et comme les titres vont au quarterback très régulièrement pour le poste de MVP, je pense que quand on a 2 quarterbacks rookies qui performent, la NFL va regarder vers ces 2 quarterbacks rookies pour le titre, je vais y arriver, de rookie de l'année, sachant qu'en plus, les dernières QV de quarterback n'ont pas pu vraiment aider à avoir des titres de rookie de l'année pour ce poste-là. Donc ça va exciter tout le monde et ça va jouer entre les deux. Et ben on a un combat, bravo. Je pense que oui, Bonix s'est rapproché de Jalen Daniels pour répondre à ta question, Marc. C'est évident, mathématiquement ça l'est, visuellement ça l'est, et même au niveau du record ça l'est. Donc qu'est-ce qui va se passer pour Bonix? Las Vegas, il peut encore performer. Cleveland, il peut encore performer. Il a la bye. Indiana. Alors, les Chargers, ça va moins rigoler. Cincinnati, Kansas City. Cincinnati, Kansas City et les Chargers, quoi. Parce que Cincinnati, excuse-moi, mais bon. Voilà. Donc, au final, il va avoir 2 vrais matchs compliqués sur la fin de saison. Ça peut être à la photo finish celui qui remporte le titre, hein. Ça peut. Et si c'est le cas, d'ailleurs, ce sont 2 QB qui sont plutôt âgés et expérimentés, donc ça montre que si tu vas starter ton QB dès week 1, vaut mieux le faire avec un qui a de l'expérience universitaire, quoi. Ils ont tous les 2 joué les 5 années, voire 6 avec l'année Covid. Alors que Caleb Williams, il galère un peu, même si on n'en a pas parlé dans cet épisode, mais je pense qu'on en parlera dans les semaines qui viennent avec le nouveau coordinateur offensif. C'était beaucoup mieux. On va mettre une mention spéciale quand même, Drake May, quand même, ce qu'il arrive à Drake faire May avec joue les bien. Patriots. Ouais, Drake May, pour le moment, il joue bien. Parce que
c'est pas évident. Mais il a écouté dans l'oreillette, Drake May. Quelques Oui, matchs voilà. avant de Bah démarrer. oui, avec Brissett. Et un Brissett qui a de l'expérience. Exactement. Ouais. Et puis du coup, il est arrivé à un moment où tout le monde s'en foutait qu'il joue bien ou mal parce que l'équipe était déjà en perdition. Donc du coup, beaucoup moins de pression, beaucoup moins de regard sur lui. Et effectivement, il joue bien. Et puis quant à McCarthy, lui, il s'est blessé. Donc j'espère qu'il en profite pour écouter dans l'oreillette, même s'il n'est pas sur le terrain. Ok, rapidement, on regarde les blessures. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et le waiver, du coup, pour la semaine à venir. Il y a 2 receveurs peut-être blessés, McConkey et Mooney, à l'épaule et aux ischio-jambiers, mais c'est difficile de savoir parce que franchement, les lundis, à chaque fois, ils disent non, tout va bien. C'est pas très grave, mais en général, quand c'est des blessures à l'épaule ou au hamstring, tu peux zapper 2 semaines. Raheem Mostert aussi blessé, donc là, peut-être Jalen Wright va en bénéficier. Et je crois que toi, Franz, t'en avais parlé hier, non, de Jalen Wright, ou je me trompe? Non, je n'en ai Non? pas parlé. Ah ok, pardon. J'aurais bien aimé, mais non. J'ai cru. Kittle devrait revenir normalement cette semaine et Isaiah Pacheco, soit cette semaine, soit la prochaine, mais je pense que ça ne saurait tarder, donc peut-être... patienter, les Chiefs, patienter. Ça sert à rien de se précipiter. Ouais, peut-être quelqu'un à ajouter, parce que c'est vrai que Kareem Hunt, il a fait des bons scores fantasy, mais quand tu regardes ses stats dans la réalité, il mettait des touchdowns et tout, il était utile, mais c'est pas non plus... voilà, c'était pas Pacheco. Et Carson Steele, il était inutile. L'autre, Samaje Perine, il joue jamais non plus. Donc je pense que le retour d'Isaiah Pacheco va leur faire du bien. Effectivement, comme tu dis, France, avec leur bilan, ils n'ont pas forcément besoin de le presser, mais avec la qualité de leur offense, je pense que ça leur fera beaucoup de bien qu'ils reviennent. Donc, vu que c'est une fracture et pas un truc musculaire, logiquement, quand la fracture est réparée, tu peux revenir, quoi. C'est un bon point. Je l'avais pas en tête, celle-là. Ça, c'est un très bon argument. Du coup, waiver, waiver, j'ai l'impression que c'est toujours un peu le même. Je suis bien content de ne pas être responsable de l'article waiver parce que ça fait 8 semaines que j'ai l'impression qu'on met les mêmes noms. Est-ce qu'il y a un gars que vous avez ciblé maintenant que la trade deadline est passée? On peut encore ajouter des bons joueurs sur le waiver, mais est-ce qu'il y a un gars que vous ciblez cette semaine en particulier? Alex, par exemple? Je sais pas, moi ça fait longtemps que je fais plus les waivers. Il n'y a plus rien à carrer des waivers. J'essaie de gérer avec le staff que j'ai parce que je trouve que les waivers, c'est enculer les mouches au bout d'un moment. C'est que tu veux trop changer ton équipe et puis pour finir, tu risques de passer à côté quand même de quelque chose. Non. Pour ceux qui, d'un coup, à l'arrière, pourraient se poser la question je ne sais plus si c'est Devon ou Deshaun Bailey, le receveur des Broncos, Ouais. qui fait quand même des bonnes semaines dernièrement, dont on l'a posé une fois, même se poser la question même depuis le début de la saison. Le problème, c'est Bonix, c'est qu'on va remarquer le nombre de yards qu'il fait à la passe, et vous regardez le nombre de receveurs qui a plus de 100 yards sur le match, mais il n'y a personne. Donc, en fait, c'est Ils trop utilisent beaucoup de joueurs, les volatile. Broncos. Il y a trop de joueurs, donc Ils utilisent, je ne vous parle même pas des running backs, bien Ouais, sûr. ouais. Parce que ça, on n'a pas abordé le sujet, mais voilà. Mais donc, non, je n'ai pas de... J'en ai un petit, moi. Ouais, vas-y. J'en ai un petit, il est un peu farfetch, mais je pense que c'est rigolo. C'est Kendrick Bourne. Drake May semble bien fonctionner. Kendrick Bourne est de retour à 100% de ses capacités. Et c'est un très bon receveur, Kendrick Bourne, l'air de rien. Et j'ai regardé, il a 29 ans. J'ai l'impression qu'il est Il est arrivé hier. revanchard. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est fou. Et en fait, il a déjà 29 ans, donc c'est un mec qui connaît un peu la ligue et tout, et qui peut aider Drake May à se développer. Bon, bah, c'est Miami la semaine prochaine, donc c'est un peu compliqué. Mais après, il y a Indiana avant la bye. Donc pourquoi pas, s'il y a vraiment une galère dans les receveurs, Kendrick Bourne est une possibilité. Kendrick Bourne, c'est quoi? C'est Noah Brown? Ou c'est au-dessus de Noah Brown? Noah Brown, c'est pas mal. Noah Brown, c'est pas donc, mal. ouais, donc c'est ça, c'est dans le range de Noah Brown. Donc on Mais est ça sur peut un être, ouvert 3-4.
Ça peut être un petit peu au-dessus. Ouais. Ça peut être un petit peu au-dessus. Ça peut être un Romo Dunze. Ouais, t'es fou, toi. Tu veux voir les stades de Romandouze derrière moi? Mais vas-y, on y va. Kendrick Bourne, il vient de Vas-y, démarrer. bah, viens, on y va, viens, on Mais sort, viens, on sort. Kendrick Bourne, il a joué, Jamais. quand même il fait week 15-50. Il fait 15-50 cette semaine. Non, Ouais. mais d'accord, je suis d'accord. Mais je veux dire, par là, en termes de ranking, je mets quand même Romandouze au-dessus, là, à l'heure actuelle, que Kellenbourg. Mais il a joué qu'une semaine, bien entendu. Je dis ça peut. Ben voilà. Ça peut, Ouais. si on prend les 4 prochains matchs de Kendrick Bourne, on peut être dans le même range que Romo Dunze. Ouais. Kendrick Bourne, il a joué quand même week 5 à 9. Hein. Alors, Il faisait rien. mais Voilà. pourquoi non, il a fait très très peu de snap au début parce Ouais. qu'il revenait de blessure. Et après, il s'est refait un petit peu bobo. Et d'ailleurs, Ouais. quand il est arrivé près des 80% de snap, je crois qu'il fait Il une bonne semaine. fait mal, ouais. Et après, il s'est refait mal. Donc, Moi, c'est un peu le problème que j'ai avec les Pats, parce que je suis d'accord avec toi. Ça peut être un mec qui est utile en fin de saison. On l'a vu faire par le passé. On a ouais. eu 3 matchs avant ça de Keishon Boutte, qui jouait bien, avec un bon volume. Avant ça, il y avait de Mario Douglas. Maintenant, il y a de nouveau un peu de Mario Douglas. Oui, mais Les Patriots, c'est typique des Patriots. J'ai l'impression Ça que c'est change tout le historique, temps, les ouais. Patriots. Ouais. Les receveurs Patriots, c'est juste infernal en Et termes de puis, si stats. ça se trouve, ils feront jouer les rookies en fin de saison quand ça sera complètement mort. Et on aura du Jalen Paul donc ouais, c'est Keishon difficile de Boutte, faire il a confiance long terme. couru une route sur tous les dropbacks de New England. Tu te rends compte? Sauf une fois. Mais depuis quasiment le début de saison, selon PFF. Après, c'est des Mario Douglas. Donc, Boutte, il a des stats de dingue en termes de route courue, mais t'as rien derrière. Quoi. mais sinon, Marc, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est quand même compliqué de courir quand t'as mal aux pattes. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Les joueurs de Cleveland, éventuellement, je ne sais pas quel est leur ownership, mais Elijah Moore et Jerry Jeudy pourraient être des joueurs et même Cédric Tillman, parce qu'on en avait parlé plein de fois. 19% Elijah Moore. Ouais, Moore, Ouais, je crois que c'est le seul qui est encore dispo largement. Et Si quel tant TD est d'ailleurs? que notre ami Jameis Winston continue à jouer, Winston, c'est vraiment le joueur qui est super fort pour la fantasy et ultra nul dans la réalité si tu veux gagner des matchs, parce que tu sais jamais quand il va faire une erreur. Mais pour la fantasy, les erreurs sont pas spécialement pénalisées. Donc pour lui, pour Jameis lui-même, pour moi, c'est un QB startable en superflex toutes les semaines et de temps en temps selon le match-up en single QB. Et pour ses receveurs, on voit vraiment un avant et un après Jameis, quoi. Donc ne négligez pas Cleveland et surtout ne négligez pas Jameis sous prétexte que vous pensez qu'il va faire des interceptions une fois de temps en temps. En fantasy, franchement, honnêtement, on s'en fout des interceptions. La seule raison pour laquelle on s'en fout pas, c'est si vous avez un -4 ou par interception ou un scoring qui... Tes ligues à toi. Ouais, voilà. Non, certaines, pas toutes. Hein. Les ligues Fantasy Ballers, elles n'ont pas À toi, -4. non, je parle à toi, personnellement. Ouais, ouais, ouais. Et ou si il en fait tellement qu'il se fait bencher, c'est le seul problème. Mais au-delà de ça, s'il fait 50 passes par match, c'est parfait pour toute l'équipe. J'ai une news. Vas-y. Les Chiefs ont un nouveau receveur. Encore? Eh oui. Non. Si. C'est qui? Si je vous dis que c'est un receveur qui a été drafté par les Pats. Ah, Kevin Neal? Non. Ah non. Drafté par les Pats? Il n'y a pas longtemps. Il est très rapide. C'est Thornton. Ah, Thornton. Taekwon Thornton. Énorme. Non mais ils me font rêver les Chiefs. Non mais Ils ramassent tout le monde. Les mecs, c'est vraiment le camion poubelle, quoi. Non mais Ils prennent tout le monde. What the fuck, quoi. Pour de vrai, ils l'ont fait venir. C'est pour de vrai. Ça date d'il y a 36 minutes. Et Ça va être leur Marquez Valdez-Scantling. Hein. je pense Mais qu'il ils va sont y déjà avoir Xavier Rossi. il va y avoir des Ouais, concours mais... de vitesse à l'entraînement. Hein. Ouais. Et le 4x100 mètres pour les Jeux Olympiques, c'est que des joueurs de Chiefs ou ex-Chiefs avec Tyreek Hill. Mais non, mais écoute, Incroyable. on tombe dans la caricature, je trouve un peu là quand même. On tombe un peu dans la caricature, je suis d'accord, mais bon. C'était une petite breaking news. Parfait. Bah, sur cette excellente breaking news, je vous propose de s'arrêter là. Jeudi. Non, Alex, mercredi. Ouais, non, halftime show.
Notre producteur n'est pas dispo jeudi, donc on va la Ouais. faire mercredi. Avec un invité qui, du coup, on peut l'annoncer puisque ceux qui ont écouté le halftime show jusqu'à la fin ont eu 2 petites minutes de bonus. C'est comme dans les DVD où tu avais les scènes Ouais, il y avait un coupées. petit outtake à la fin. Alors heureusement, Lucho a pas été trop violent, à dire: «Ouais, notre invité qui était nul, ouais, et puis, Milou, il nous fait chier avec ses» mais c'était quand même rigolo. Donc je vous recommande d'écouter le halftime show pour avoir les 2 petites minutes de bonus à la fin, Ouais, c'est ça. en En fait, off. vous écoutez juste les 5 dernières minutes, le reste d'avant, on s'en branle. C'est nul. Le reste, bah, si, non, le reste, faut écouter aussi, mais au moins les 5 dernières minutes. Donc mercredi, halftime show, dimanche le warm-up comme d'hab, et bah, la trade deadline est passée pour la plupart des ligues, mais maintenant c'est le home stretch, hein, comme on dit. Bosser les waivers et survivez les bye week parce qu'on n'a pas dit, mais bye week 12 ça va être un massacre et bye week 14 aussi. Donc voilà, beaucoup de boulot, beaucoup de recherches à faire. Et Zinkou, DM-moi sur X. Voilà. Ouais, Zinkou a demandé pour le Super Bowl, Voilà. France organise peut-être. Super Bowl party pour ceux qui veulent à Paris. $250 le fee, hein, par contre, Ouais, si on ouais. peut venir. Parce que là, cette année, il faut pas déconner, quoi. Surtout pour Mathieu. C'est ça. Ah bah, Allez, Mathieu, c'est ça de pire. bon match ce soir, un petit Texan Cowboys qui peut être marrant et à mercredi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.